Combat de coq. Combat de coq, c'est super. Oui, mais C'est après, super. ça va devenir merveilleux. Bah oui. Parce qu'ils prolongent, ils ne savent pas finir. Bon, c'est Tu bon. peux te l'approcher comme tu veux. Ouais, de toute façon, c'est juste pour enregistrer. Hein. Voilà. Il a un crayon là. Ici, on peut avoir Il a un crayon là. un crayon. Oui, ça fait exprès. Et donc, je suis super heureux aussi. J'ai appris, Georges Best m'a appris qu'il y allait avoir une suite. Dans ça, je suis en train d'écrire pour qu'il travaille. Ah, mais oui! Oh là là, bah, faut que je m'en aille tout de suite alors. Faut que je m'en aille tout de suite parce que sinon, il va m'en vouloir. Voilà, c'est parfait. Donc, qu'est-ce que je voulais savoir? On va faire un petit truc Qu'est-ce juste que tu veux? très rapide. Tu peux laisser ces choses-là sur cette chaise. D'accord. Ce que je voulais savoir, c'est que... Tu es en train d'enregistrer là? Oui, Bien. ouais. Un créateur, Oui. quand il crée une histoire, il met toujours un petit peu de lui dans les personnages. Et ce que j'aurais aimé savoir, c'était qu'est-ce qu'il y a de vous dans Bouncer? Ce sont des questions, tu comprends, qui me font rire parce que Ah bon? un créateur ne sait pas comment il fait les choses. Mhm. Tu vois? Et on dit qu'il y a beaucoup de nous dans quelque chose qu'on fait, mais c'est involontaire. Ouais. C'est involontaire et on a une signature. Quand tu vois des différentes planches de différents dessinateurs, tout de suite tu sais de qui c'est la planche. Ouais. Parce que c'est son style, c'est involontaire, c'est lui. C'est comme les traces dactylaires. Voilà. Alors, ça me fait rire parce que l'explication que je vais te donner va te faire rire. Pourquoi j'ai fait un homme mutilé? Donc, si j'ai fait un homme mutilé, je dois être mutilé quelque part. Et tu vois, je suis un mutilé, physiquement parce que je suis circoncis. C'est-à-dire quand j'avais 8 jours, on m'a coupé les prépuces. Et après, quand j'étais plus grand, j'ai dû me masturber avec des peaux de banane, tu vois. Ou un beefsteak, me créer un prépuce pour pouvoir me masturber. C'était catastrophique. En plus, comme je le raconte dans mon film, là, j'étais très clair parce que j'étais fils de Russes, juifs, de Russes, et les Chiliens à cette époque-là où j'étais, c'était descendants de Boliviens. Et c'était un peu plutôt obscur. Alors, comme ça, on était très près de la chaleur, dans le désert, la sexualité infantile était très développée. Alors on s'asseyait en cercle, se masturbait. Moi je ne savais pas, on m'a invité, tu vois. Et j'avais 8 ans, 9 ans. C'était des grands cercles. Ce cercle, il y avait quelques 10 garçons. Ouais. Et ils se masturbaient, masturbe-toi. Bueno, yo naïvement je l'ai fait, parce qu'ils sont vus en champignon blanc. Et avait une espèce de suppositoire ou banane qui finissait en pointe, tu vois. Alors il disait, il est comme mocho, on dit, c'est le nom du chant de, Ouais, le chant du Bunzer s'appelle mocho. Et en chilien, mocho, c'est être coupé. Et à moi, on m'a dit tout de suite, il est mocho, il est coupé. Alors tu le vois dans les chants de Bunzer est mutilé. Lui, il est mutilé. Et à partir de là, tu sais, parce que, comme je raconte dans mon film, je voulais me suicider. Parce que ma vie était terrible. J'étais complètement exclu de la société infantile. J'étais tout seul avec mes livres, comme tu me vois maintenant. Je continuais. Voilà. Alors, si tu veux savoir quelque chose de moi, c'est ça. De là vient la mutilation. D'accord. Le reste aussi, parce que j'ai créé un personnage. L'idée que je lui proposais à Book, c'est faire un personnage qui est mutilé et qui vit enfermé dans un bar, café, qui s'appelle El Infierno, qui vit tout seul, séparé du monde. Tu vois? Et là, les choses. Bon, c'est ça. Donc, vous vivez dans l'enfer. Non, Vous vivez séparé du monde. pendant beaucoup partie de ma vie, c'est les challenges, les défis que je dû vaincre. Je l'ai vaincu par le tarot. J'étais enfermé dans moi-même, alors j'ai développé le tarot pour parler avec les autres.
Et là, j'ai parlé avec des milliers et des milliers de personnes. Mais tout ça, c'est d'une façon inconsciente, tout ça. Hein. Je n'étais pas si conscient qu'aujourd'hui. Ouais. J'étais venu vous voir une fois dans un bar devant un hôpital à Paris. C'était un mercredi ou je sais pas. Oui, C'était un grand bar et j'avais vu toutes ces personnes qui venaient vous voir, qui tiraient les cartes et vous étiez derrière une grande table. C'était gratis. Hein, je m'en souviens, C'est faut le dire que toujours je lis les tarots gratis. C'était, je disais, moi, un institut individuel de guérison de la société. Je vais commencer à guérir la société. Comme je peux, non? Et en racontant des histoires, on guérit la société? On commence, on ne peut jamais guérir le monde parce que c'est énorme les problèmes, mais on peut commencer à guérir le monde. On commence à le guérir, à rendre un peu de conscience. Alors, dans la bande dessinée, ce n'est pas un art thérapeutique comme les autres choses que j'ai fait parce que c'est un art industriel. La bande dessinée est très chère et c'est un moyen de vie, c'est un travail aussi, non? On vit de ça. Donc on ne peut pas, il faut amuser. On est obligé à amuser son public, à le séduire. C'est une grande entreprise de séduction, la bande dessinée. On doit séduire le public, non? On doit l'amuser, le transmettre des conflits, résoudre les conflits, etc. Non? Et il y a une différence avec le cinéma, avec le mime, avec... Si. Ouais. Alors vous êtes fier de quoi le plus quand vous regardez rétrospectivement votre œuvre en BD, en bouquin, en film, vous êtes fier de quoi exactement? Je ne suis fier de rien, je ne vis pas la fierté ou la non-fierté, ça m'est égal les louanges, que les critiques. Je vis dans un autre monde. Mais le grand plaisir qui me donne la bande dessinée, c'est que je ne suis pas tout seul. Parce que le grand problème, moi, de l'enfance, c'est être expulsé, n'est-ce pas, de la société. Alors, j'allais tout seul à la bibliothèque, toute mon enfance. À l'adolescence, pareil, tout seul. Et après, quand j'ai fait mon art au Chili, j'ai compris, tout seul. Bon, le mime, tu es tout seul, dans le silence de Pisa Solid. Bon. Donc, le cinéma, on peut croire qu'on n'est pas tout seul parce qu'on travaille avec une armée. C'est vraiment une armée. Mais, si tu fais un cinéma de metteur en scène, de directeur, de réalisateur, tu dois être comme le capitaine d'un navire. Tu dois parler avec personne en amitié, il faut donner des ordres, dire ce que tu veux très clair et imposer. Sinon, le film c'est une catastrophe. Alors tu es tout seul. Mais dans la bande dessinée, je dois rentrer en communication avec les dessinateurs. Et pas seulement entrer en communication, sinon me mettre au service de quelqu'un. En fin, le cinéma, tout le monde est au service de moi. Et là, je suis au service du dessinateur. S'il est bon. Si c'est un dessinateur qui commence, à ce moment-là, j'agis comme dans le cinéma. Je suis le capitaine du navire, je fais un script complètement avec des détails, le nombre de caisses, les pailles, tout ça. Et la personne doit obéir, doit faire ce que l'écrivain dit. Il se met au service de l'écrivain. Mais quand c'est une bande dessinée réellement pure, on est au service du dessinateur. Alors, avant de faire une histoire, tu dois parler avec le dessinateur pour voir comment va son cerveau. Ah oui, parce qu'ils sont des manies, ou ils sont des goûts, ils ont des préférences, des choses qu'ils ne veulent pas. Ils veulent continuer à être eux-mêmes. Voilà, il faut faire une adéquation psychologique que la personne comprend très bien, qui vient en elle pour le faire de réaliser des choses qu'il a déjà. Mais qui sont endormies en lui, mais qui sont déjà là. Dans l'interview, François dit un dessinateur doit se faire inséminer par le scénariste, et ensuite, une fois que le dessinateur s'est fait inséminer, ensuite c'est lui qui devient créateur,
et le scénariste doit accepter d'être un semi. Donc en fait, c'est assez c'est une création, hermaphrodite. c'est une création à deux. Ouais. Une création à deux. Mais, c'est une création à deux, mais c'est un peu douloureux pour l'écrivain de bande dessinée, s'il fait que ça, parce qu'il passe au deuxième plan toujours. Et le public, première chose, il va avoir et vénérer les dessinateurs. Il prend les dessins et c'est une vénération. Et en plus, le dessin, c'est un objet de commerce. Les planches, les dessins, c'est palpable. Tandis que l'écrivain est invisible, sont des mots, sont des bruits. Ouais, mais c'est un univers aussi. Non, mais oui, je te dis qu'il me l'ouvre, je ne me dévalue pas. Je te dis la douleur de l'écrivain, c'est que ce n'est pas vraiment au même niveau. D'accord. Même dans l'argent, il va gagner moins par page que le dessinateur. Mais c'est normal parce que un écrivain va travailler, c'est pas un mois, 2 mois, 3 mois. Mais les dessinateurs, pas moins de 6, 7 mois. C'est pas possible. Toute la journée, des heures et des heures. Bien sûr. Alors c'est normal. Bon, alors c'est ça qu'il faut voir. Et après, pendant le transcours de l'histoire, le dessinateur, évidemment, en dessinant, va découvrir des choses qu'il ne peut pas imaginer. Parce que ce n'est pas de la littérature, c'est propre du monde du dessin. L'écrivain ne peut pas avoir la mentalité du dessinateur. Il voit une autre chose. Alors là, il va venir des changements et des propositions. Et là, il faut être assez adroit pour discuter et guider le dessinateur que sa créativité ne dévie pas le sujet. Bien sûr. Voilà, c'est comme ça. C'est très complexe. Et alors, en parlant de BD et de cinéma, étant donné que vous êtes réalisateur, comment ça se fait que vous n'ayez jamais eu envie de réaliser une de vos BD, un de vos scénarios? Parce que dans le cinéma, il y a une attitude anti-industrielle. Ouais. Je dis, on ne doit pas gagner sa vie avec le cinéma parce que sinon on se vend à Hollywood, on se vend à ce cinéma qui est un cinéma d'amusement mais sans aucune profondeur. Ouais. Alors dans le cinéma c'est une chose. Alors, mes histoires de bande dessinée, c'est pour un art industriel, tu vois, pour avoir beaucoup de public. Pourquoi? Parce que simplement si on n'a pas de public, ça finit, on ne le fait pas. Alors on est obligé, c'est une des obligations de la bande dessinée d'avoir beaucoup de lecteurs pour pouvoir vivre. On peut faire quelque chose d'onirique avec une BD, on peut écrire un scénario, je sais pas. Ça ne marche pas bien. Ça ne marche pas bien? Non, ça marche réduit. Alors ça tient pas à une longue série. Ouais. Ça va tenir one shot, ou maintenant tout le monde, par la peur du marché, me demande des histoires en 2 volumes, Personne peur, non? Voilà. Mais moi, toujours, j'ai conçu les histoires dans un nombre donné de volumes. Ça, c'est moi qui ai mis ça. Les mangas n'ont pas de limite. Blueberry n'avait pas de limite que con Moebius. Mais dit, c'est pas possible, on ne peut pas construire une histoire si on ne connaît pas la fin, si on n'arrive pas à faire une structure. Alors on va faire l'encal, seulement 6 volumes. Alors ça va déparler, c'est 6 volumes. Et alors toujours je dis, cette histoire c'est en tant de volumes et après on la finit. Là par exemple, les papes terribles, del courbe que je fasse 4. Et moi je l'arrête à 3. Parce que pour moi c'est fait. Les 4 seront à ajouter des choses pour allonger un 4e volume. Je ne vais pas. Tu vois? Et alors, c'est une question que j'avais posée à François. Je lui avais demandé si, comme Blueberry, Bunzer avait un arc narratif. C'est-à-dire que Charlier avait dit, voilà, Blueberry est né à telle date, et il va mourir à telle date, et sur la fin de sa vie, il va vivre ça et ça. Et comme ça, Giraud avait toute une... voilà, il avait qu'à suivre ce qui arrivait à Blueberry. Oui, mais Giraud, si c'est Giraud, savait comment allait mourir Blueberry, mais ne savait pas qu'il allait mourir, comment il allait mourir lui. Alors, cette histoire de savoir comment ton héros meurt,
quelque part pour moi, ce n'est pas, comment te dire, c'est perdre la liberté. C'est perdre la liberté. Ne pas les laisser vivre parce qu'on fait le destin. Charlie, c'est Dieu le maître du destin. Et je le fais naître et je le tue. Mais moi, je ne crois pas ça. Je crois que l'être humain se fabrique d'accord à la vie qu'il a. On ne nous donne pas ni un destin ni une conscience faite. On nous donne une énergie. C'est à nous de développer notre conscience et notre vie, de la créer. De la manière que je vis, la façon que je vis le présent, mon futur va changer. Je ne sais pas comment va mourir Bunsen. Je ne sais pas. Deuxième fois, et par exemple, j'ai arrêté les papes terribles parce que le quatrième volume devait mourir, comme c'est historique. Et je ne vais pas le tuer. Il faut qu'il fasse sa vie. Alors je l'arrête. Là. Et alors, en parlant de ça, est-ce que vous avez déjà une idée de la suite, des prochains albums de Bunsen? Non. Le prochain diptyque? Quand il va me le demander, je lui proposerai une idée. Je ne vais pas me faire décider. Je ne vais pas accepter aussi qu'on donne des idées. Mon rôle, c'est donner l'idée première. D'accord. Voilà, on me dit l'éditeur, fait comme tel film. Je ne vais pas. Pourquoi j'ai fait une histoire comme tel film? Ça doit venir comme les rêves, tu vois. Les rêves, c'est pas toi qui les prépares, ils arrivent les rêves. Alors justement, les rêves, vos scénarios, ils arrivent comme des rêves. Vous avez des idées, vous réveillez toujours la nuit, vous disant ah ben voilà c'est ça qui va arriver. Bueno, oui. Le processus de création, comment ça se passe? L'idée, comment il m'arrive, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi tu as fait ce film. Je ne sais pas. Pourquoi tu as fait les Bunsen? Pourquoi tu l'as créé? Je ne sais pas. Ouais. Mais je ne pourrais pas te dire que tu connais les jeux de loi. Ouais. Ça se joue avec 2 dés. Alors, il n'y a pas jamais un. Il y a toujours 2. Ça commence en 2. C'est incroyable. Ah oui. Il n'y a pas de commencement. Dès que ça commence, c'est déjà dans les jeux, le 2. Ah oui, d'accord. Comment la loi est rentrée là, on ne sait pas. J'avais jamais remarqué. Dans la Bible, la première parole de la Bible, c'est Bereshit. Ça commence par la lettre B, que c'est la lettre numéro 2 de l'alphabet. Pas les 1, c'est les 2. Il a fallu commencer par le tome 2 alors. Non, parce qu'on commence, tu dis ça, évidemment, c'est sympathique, mais ça n'a rien à voir avec ce que je te parle. C'est très sympathique, mais c'est pas ça. C'était pour faire. Alors, je sais. Alors, mais, je ne sais pas comment je l'ai fait, ça c'est vrai. Mais, à fur et à mesure que je développe l'aventure, j'ai l'audace de mettre les personnages dans des situations impossibles de résoudre. Que je ne vois pas comment ça va se résoudre. Bon, par exemple, dans... comment ça s'appelle ça? Métabaron, le personnage est châtré. Il va produire toute une descendance avec une femme. Comment il va le faire si un taureau lui a enlevé les testicules? Comment je vais faire? Et après, ça m'arrive, je dis, bueno, mon Dieu, c'est un Dieu intérieur. Je dis, merci mon Dieu de m'avoir donné la solution. Et parfois, je passe 2 ou 3 jours de tension parce que je n'arrive pas. Et ça arrive. Aussi, Jean Dufour, dans l'ancal, il est attaché. Et comment le libérer? Et il y a Dipo qui doit le sauver, mais comment l'oiseau va sauver? Alors je m'arrête là et je passe 3 jours et que, j'ai trouvé. Il se jette et il pique l'œuf noir qui est sur la tête, le fait éclater et ça produit la distraction. Bon, des choses comme ça. Des choses comme ça. Comment, par exemple, le grand problème pour moi dans le dernier volume que tu vas faire, c'est un problème presque sans solution. Il y a une mer.
Il y a les fils. Il doit amener les fils à être pendus. Et pourquoi il est comme ça, ce fils? Quel est le secret? Parce que, est-ce qu'on va faire un méchant parce qu'on est comme les Américains, il faut qu'il y ait un bon et un méchant? Non. Quel est le drame humain de ce personnage? Alors justement, parlons de ce méchant-là. Je me suis toujours demandé depuis le tome 9, là, est-ce que c'est voulu de l'avoir appelé Nice John? Si, Nice John. Si, Ugly John est feo, c'est le père. Ouais. Mais nice, c'est pour les filles. Normalement, pour les hommes, c'est handsome. Si. Et donc, je me suis dit, Nice. je demandais à François si c'était exprès qu'il portait un chapeau assez efféminé. C'était dans mon inconscient. Parce que je l'ai fait aussi, c'était dans l'inconscient. Mais quand je lui ai donné la nouvelle à Book par téléphone, il a eu un choc. Il dit, c'est pas possible, comment? Il faut que pas possible, non, ne dis pas possible. C'est difficile, parce que comment il faut que je vois tous les dessins que j'ai fait pour arriver à ça. C'était inattendu aussi, non? Je l'ai pris, s'il te plaît, fais-le comme ça. Je me suis humilié. Fais-le comme ça, parce qu'il faut le faire comme ça. C'était essentiel. Heureusement qu'il a trouvé la... Ah, il a trouvé une super pirouette. Il l'a trouvé. Heureusement. Et donc vous êtes content alors de comment est devenu le Bouncer là, en 9 tomes. Quand on regarde, en fait, c'est devenu un enfant. Pourquoi? C'est votre enfant, Bouncer. Il est là, on le voit grandir, et il évolue. Là, dans le tome 8, je lui ai trouvé de nouvelles expressions sur le visage. Maintenant, il sourit. Maintenant, il a l'air un peu heureux. Ça c'est Book. Hein. Ouais. C'est Book qui le fait de lui. Hein. Ouais. Il rentre dans le personnage aussi. Hein. Ouais. C'est un mix, c'est pas seulement à moi, c'est à lui aussi. Ouais, hein. ouais, On le fait à deux. C'est le papa et la maman. Oui, on le fait à deux. Et donc Mais voilà, vous êtes... je pense que ça arrivé ça parce que l'idée à moi, c'était de sortir de l'inferno. ¿No? Aller vers la société. Elle est terrible, la société, mais il s'en va dehors. Et les chiens aussi, il est toujours tout seul avec lui, il s'en va aussi vers la société de l'un, non? C'est simultané. C'est bon. Ah, moi j'ai adoré, hein. Le tome 9, il est super. Vraiment félicitations. Et puis je vais peut-être vous laisser travailler maintenant, mais... Ça te suffit? Oui, non, mais une dernière question, qu'est-ce que je pourrais vous poser comme question Bueno, quand c'est moi que je t'explique. Il y a pour moi, quand je travaille sur la bande dessinée, il y a deux sortes de dessinateurs. Il y a les dessinateurs qui sont des merveilleux travailleurs et les dessinateurs qui sont des puristes, des purs dessinateurs de bande dessinée. Pour eux, ce n'est pas un travail, c'est une façon de vivre. Parmi les premiers, des bons, c'est Juan Jiménez, Manara, j'ai travaillé avec lui, Juan Jiménez, Manara, essentiellement Jan Jetov. ¿No? Entonces, avec eux, tu vas faire un script parfait, cadre par cadre, Don Si, le chinois. Ah oui, celui, oui. Il est formidable, mais c'est pareil, il travaille, c'est au pied de la lettre, ça se fait. Hein? Donc tout est écrit de verdad. Et ça, c'est un plaisir de voir illustrer ta pensée, tout ça pour moi, non? C'est un plaisir de l'avoir réalisé. Mais là, je suis écrivain, et parce que comme je donne cadre par cadre, je suis le metteur en scène, non? Voilà. Et c'est un plaisir de voir comment ils le font. Et ça marche très bien. Les autres sont de la stature de la grandeur de Moebius, Book, George Best. Ces trois sont d'une autre race. ¿No? Chacun avec son style, qui se compare à personne, mais sont la même chose. C'est-à-dire,
je dois faire le travail que je te décris. Je dois travailler comme incessant, trouver vraiment un thème qui leur plaise complètement à eux, pas n'importe quoi, aller dans son monde. Après, écrire, me laisser la liberté pour qu'ils donnent des idées pendant le chemin. Et après, être prêt, accepter que dans l'euphorie de la réalisation, ils trouvent une chose qu'on n'avait jamais vue. Tu vois? Donc, prendre cette trouvaille et la utiliser bien, non? Ça, c'est différent. C'est un jeu différent. Et comme ça, la bande dessinée devient beaucoup plus vivante, plus artistique, une autre chose, non? Une autre chose. La première partie, c'est beaucoup plus près de la littérature. Et celle-là, c'est beaucoup plus près de l'action, le dessinateur a quelque chose de mettre en scène, c'est visuel, c'est une autre chose. C'est une autre chose. Quelqu'un aussi qui me l'est très bien l'idée, c'est Will Eisner. Will Eisner. Ah oui, Will Eisner. C'est le Spirit. Ouais, bien sûr. Là, tu vois vraiment que c'est un dessinateur à mouvement. Mais lui, c'était son propre écrivain. Il n'avait pas de problème. Ya. Tu avais une question? Je t'ai interrompu, excuse-moi. Non, je voulais juste avoir une idée de comment ça allait, comment le nouveau cycle du Lama Blanc allait se dérouler. Ah, je suis très enthousiasmé. C'est que ça commence exactement, nous finissons le Lama Blanc, le premier cycle, que ça finit en près de 1950. Il annonce l'invasion chinoise. Non, je commence par l'invasion chinoise, telle qu'elle. Et j'ai fait 20 ans de 1950 à 1990. Voilà, ça c'est là. C'est actuel. J'ai hâte de voir ça. C'est la fin du Tibet. Non? C'est que le Tibet n'existe plus. Le quoi? Le Tibet n'existe plus. Ah oui, c'est vrai. C'est une province chinoise maintenant. Bien sûr. Il y a 7 millions de Chinois et difficilement 1 million de Tibétains maintenant. C'est complètement fini. Avec tous les viols, avec tout, c'est fini. On a fait venir les Chinois. C'est fini. Ouais. Alors c'est passionnant pouvoir faire une histoire sans devenir anti-chinois. Ça me guide une histoire, ça pas pour ton album, je te le dis à toi, non? C'est un lama qu'on a torturé, on l'a mené en Chine, on l'a torturé, et on l'a demandé, le lama, est-ce que tu as eu peur? Alors, l'unique peur que j'ai eu, c'est de commencer à haïr les Chinois. Parce que je ne peux pas faire une bande dessinée où je haïs quelqu'un. Ils sont haïssables au Tibet, mais c'est la plus grande difficulté pour moi. Parce qu'il faut que je trouve une façon de ne pas devenir anti-chinois. Et en parlant d'histoire, je me souviens d'une soirée qu'on avait passée ensemble, et vous aviez raconté une fois vous étiez parti en Suisse, et avec une valise, et vous étiez allé chez un banquier. Et je me souviens que j'avais pleuré de rire à l'histoire que vous aviez racontée au banquier, mais je ne m'en souviens pas. Vous avez raconté l'histoire d'une souris qui montait sur un éléphant. Qui montait sur un éléphant? Oui, un singe qui viole un éléphant, c'est ça? Non, c'était, oui, voilà, c'est qui violait un éléphant. Et le banquier disait, mais vous voulez... Et vous lui avez répondu, ah non, je veux pas vous enculer, hein. Je veux pas vous enculer. Mais je me souviens pas de l'histoire, je me souviens juste de la chute. C'est un singe qui voit un éléphant, il saute et commence à la forniquer, et un coco tombe sur la tête de l'éléphant et il se plaint. Ah! Elle dit, ça vous fait mal? Il dit, ça vous fait mal. Voilà. D'accord, ok. Mais quand je suis allé en Suisse, je suis allé déposer $20. Ah oui? Parce qu'il m'avait dit qu'il te traite incroyablement, il t'ouvre un compte avec $20, il te l'ouvre. Ah ouais? Et te reçoit le directeur de la banque et t'ouvre le compte. Alors je voulais voir si c'est vrai, c'était vrai. C'était vrai. D'accord. Bon, en tout cas, ça me fait extrêmement plaisir. Extrêmement plaisir. Je suis très content. Puis là, maintenant, je vais recopier tout ça.